tel acte, vous voyez qu'on ne peut rien faire. Ok. Bonsoir, Maître Ngefak. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir aux copanélistes. Maître Ngefak, avocat au barreau du Cameroun, il faut préciser, madame, monsieur, que cette édition de Kinersoi est inspirée du recours gracieux de Maître Achou Julius Ngoutabé. Voilà, il a adressé une lettre, une correspondance au ministre de la décentralisation et du développement local. Maître Ngefak, vous avez parcouru ce recours. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, c'est Jalin. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis presque 2 ans, bientôt 2 ans, le Cameroun est en train de traverser des vraies vagues de la démocratie. Vous voyez, c'est un citoyen qui s'attaque ouvertement à un acte d'un ministre de la République. Et il le fait de fort belle manière puisqu'il saisit ce ministre pour lui dire, sincèrement, vos actes, vous avez bien pensé, mais vous avez mal agi en ce que vos actes sont précoces. Moi, je ne vais pas commenter cette procédure qui est en cours, mais en tant que citoyen, ayant pris connaissance de ce recours, j'ai quelques observations primaires. La première observation pour moi porte sur le texte qui fonde son recours, c'est-à-dire la loi de 2019 portant code de la décentralisation. En parcourant son recours, le premier réflexe qui me revient, c'est que ce grand avocat, rassurez-vous, c'est un des anciens, à travers sa requête, on constate qu'il est en train de dire que le code de la décentralisation, c'est du copier-coller. C'est-à-dire que ça a été rédigé sans suite. Parce que lui, il dit, chaque article renvoie à un décret qui sera pris, soit par le Premier ministre, soit par le Président de la République. À l'heure actuelle, il dit que le ministre de la décentralisation ne peut pas opérer, motif pris de ce que tous les textes qui fondent sa lettre circulaire doivent être accompagnés par des lettres circulaires. Ça, c'est le caractère un peu léger de cette loi, selon lui. Ça, c'est la première observation. Si jamais c'est fondé, parce qu'en le parcourant, il vous dit qu'il sollicite qu'un conseil interministériel siège pour retenir les données. Et comme le docteur lui dit là, s'il a beaucoup écrit, c'est pour contourner ces gaps-là. Or, quand on parcourt ce recours, la deuxième observation qui crève l'œil, c'est que c'est maintenant que je comprends mieux l'un des anciens ministres de l'administration territoriale, Amadou Yaya Marafat, qui disait que au gouvernement, on a peu de ministres, mais trop de fonctionnaires. Alors, si ce que Maître Achou décrit, lui qui est dans les couloirs du RDPC, et que tout le monde connaît sa posture, dans quelle chambre il va, s'il décrit cela, cela veut dire que, en réalité, le gouvernement qui gère la République, chaque ministre est dans sa chambre et fait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'il pouvait prendre cette lettre circulaire sans contacter le patron des préfets, sans contacter le patron des sous-préfets? J'en doute bien. D'ailleurs, il faut retenir que, à la lecture de ce recours, la troisième observation, c'est que j'ai l'impression que nous devons savoir que autant le gouverneur, autant le préfet, autant le sous-préfet appartiennent au gouvernement de la République et à tous les ministres, et non à un ministre exclusivement. Ce qui veut dire, si je me souviens, pour ceux qui ont eu des parents planteurs comme moi, très souvent, en ce qui concerne l'agriculture, c'est le ministre de l'Agriculture qui écrivait au préfet, qui écrit au sous-préfet, sans être le patron direct du préfet, sans être le patron direct du sous-préfet. Donc, de ce point de vue, je pense que nous devons évacuer. La quatrième observation que je peux faire, c'est que actuellement, pour ceux qui suivent l'actualité politique du pays, si les préfets ont exécuté la lettre circulaire du ministre de la décentralisation, je crois que au 9/10e, c'est dans les communes où il n'y a pas eu de voie de recours. Voilà. Il faut être honnête pour le reconnaître. Je sais que chez moi, à Fongo Tongo, on connaît déjà le maire, c'est Longuepoul. C'est un exemple qui nous permet de suivre. Donc, le qualificatif délégué du gouvernement, maire de la ville, ce n'est qu'une appellation. C'est la même personne qui reprend les mêmes fonctions. En tout cas, les spécialistes de la décentralisation nous diront ici quel est le pan qui nécessite obligatoirement
la signature d'un décret pour préciser tel ou tel transfert. Voilà l'examen sommaire que je peux faire, Serge Alain. Docteur Isaac Essam, pour le ministre de la décentralisation, est-ce que c'est un acte précoce? Je ne pense pas. Si... Pour le barista Achou, est-ce que c'est un acte précoce qu'a posé le ministre de la décentralisation? Monsieur Oba. On ne va pas commenter le contentieux en lui-même, mais les analyses qui sont autour de ce texte-là, Maître a le droit de poser un acte qui remet en question l'acte du ministre, les instances compétentes vont venir, encore que c'est au niveau du recours gracieux, le ministre lui-même va lui répondre. S'il n'est pas satisfait, il pourra aller un peu plus loin. Mais ce que nous savons des dispositions de la loi en général et du fonctionnement de la décentralisation au Cameroun, les éléments qui ressortent indiquent que le ministre est dans la suite logique. Il y a eu proclamation des résultats. Oui. Et à la suite de cela, il faudrait bien que les élections des maires et des adjoints aient lieu, les élections du maire de la ville et de ses adjoints également. Deuxième mardi pour les maires et les adjoints. Troisième mardi, suivant la proclamation des résultats, pour le maire de la ville. Le maire de la ville, qui ne fait que remplacer le délégué du gouvernement. Oh, j'ai entendu un peu partout qu'on avait supprimé la communauté urbaine. J'ai dit non. La communauté urbaine est restée là. D'ailleurs, on l'a même renforcé. Non, le nom. Oui. C'est le nom qui change. Comme on dit, on ne parlera plus de délégué du gouvernement. Oui, pour le responsable, oui. Effectivement, et ses adjoints. Donc les autres attributions sont les mêmes jusqu'ici. En droit, bon, bien souvent on dit que le président nomme et révoque, mais vous savez très bien que la loi est supérieure à un acte réglementaire. Donc cela peut être réglé tranquillement. Et puis j'ai eu le temps de parcourir un peu la loi portant code électoral sur l'article 195, ce qu'on a cité 194, quelque chose comme ça. 194. Les conseillers, voilà. Moi, je vais au niveau de l'article 195 qui a été oublié. Les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction. Autrement dit, ils sont d'abord élus. Il faut continuer jusqu'à l'intervention. Jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que vous pouvez vous plaindre. Eux, ils sont en train de travailler. Ils restent en fonction. Oui. Si maintenant, à la fin, vous avez raison. Parce que barista Achou invoque ça, hein, que tant qu'on n'a pas vidé le contentieux, il n'y a pas... Il ne comprend pas pourquoi le ministre va trop vite en besoin. Cette disposition de la loi indique que le ministre n'est pas dans la précocité, il est dans son rôle. Parce que ça dit, les conseils municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction. Ça suppose qu'on va d'abord les installer. Voilà. Et comme ce qui se fait depuis aujourd'hui. Oui, encore que quand le juge est saisi, lui, il a 40 jours pour vider. Donc, on ne va pas attendre. Il continue à travailler. Maintenant, si le requérant a raison, pourquoi pas? On annule donc et on organise des élections partielles pour remplacer. Donc, de ce point de vue, le ministre n'a pas de problème. Ok. Patrick Corona? Oui, nous voulons tout simplement dire que le ministre est dans son bon droit. D'abord pour organiser l'installation des exécutifs communaux qui ont été désignés par les électeurs, mais surtout ensuite à l'analyse du texte ou bien de la requête de Maître Achou, nous nous rendons compte que cette requête contient même les réponses soulevées qui sont adressées au ministre. L'article 195, on parlait de tout à l'heure, intervient fort à propos parce qu'en réalité, il y a un principe fort dans l'administration, c'est-à-dire qui organise l'administration de l'État, et même des CTD bientôt, c'est-à-dire c'est la continuité du service public. On ne peut pas arrêter le fonctionnement de l'État sous prétexte qu'il y a des contentieux. C'est-à-dire il est question pour le ministre d'assurer cette continuité. Et les exécutifs communaux et ainsi que les instances de gestion des municipalités seront mises progressivement en place, c'est-à-dire suivant le calendrier qui a été prescrit, mais surtout lorsque les contentieux viendront à faire, du moins à aboutir, seront vidés par les juges,
notamment, on tirera toutes les conséquences de cela et on reviendra à la situation qui est prescrite par ce juge-là. Donc, je pense que, pour ma part, Maître Achou a tout simplement voulu appeler l'attention des autorités administratives sur la nécessité d'accélérer. Pour vous, il met la pression pour que ça ne traîne pas. Je pense. Comme c'est l'habitude au Cameroun. Peut-être. Il va accélérer le processus. Mais je crois aussi qu'en réalité, il y a, nonobstant ce que Maître Ngefak a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, certes, mais il y a beaucoup de fonctionnaires également qui sont compétents, notamment au ministère de la décentralisation. Je pense notamment au docteur Fred Ebongué, qui est le secrétaire général. Et je suis persuadé, j'ai foi en ce que, c'est-à-dire parce que nous devons croire d'abord à nos institutions, au-delà de tous les clivages politiques. C'est-à-dire je suis persuadé que ces institutions, ou bien alors ces textes qui sont attendus, seront très rapidement signés par le président de la République et mis en œuvre, en réalité. Voilà, docteur Naba, le barista Achou insiste que pour la fonction, il pense qu'il faut absolument un décret de président de la République qui met fin aux fonctions de délégués du gouvernement avant qu'on ne parle de maire de la ville. Pour lui, il faut ce texte-là d'abord. Eh bien, Serge Alain, moi, je voudrais m'incliner sur la compétence de Maître Achou, que je ne saurais contester, c'est le temps que je ne suis pas du domaine. Je voudrais croire qu'il sait de quoi il parle, mais le peu de cours d'introduction au droit que j'ai fait ça et là, j'ai quand même entendu parler de la hiérarchie des normes juridiques qui fait qu'il est difficile de penser qu'il faut absolument un décret d'application pour qu'une loi soit appliquée, si tant est que celle-ci est déjà suffisamment claire. Or, il semble que cette loi sur la décentralisation, déjà qui était tant attendue par toute la communauté nationale, que tout le monde appelait de ses voeux, d'ailleurs, c'est le consensus qui semble se dégager autour de cette table qui peut apparaître comme l'une des preuves s'il en fallait une. Du coup, est-ce que c'est une raison pour qu'on... Non, ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas... Non, la loi reste au-dessus du décret. Oui. Donc, il n'était pas nécessaire... un décret n'est pas rédhibitoire ici. On peut... Si la machine était coincée, on comprendrait. Et même, on a convoqué la continuité d'administration. Il faut que la machine continue à rouler. Donc, vraiment... moi personnellement, et d'ailleurs c'est pour ça que moi je ne voudrais pas que vous continuiez à coller l'étiquette de membre du RDPC à cette démarche-là. Parce que je ne suis pas sûr que... Non, on ne l'a pas dit. On l'a pas dit. Il a été largement présenté ici comme un membre du RDPC, donc probablement portant le message du RDPC. Cette affaire-là, lui seul sait ce qu'il cherche. Il est certainement un érudit du droit. Donc, je ne peux pas m'amuser à critiquer sa démarche, espérant que ça va permettre d'améliorer les choses, tout simplement. Parce que nous pensons que, rendu à la date d'aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que les choses s'améliorent rapidement. Nous savons tout ce que nous voulons dans ce pays. Ok. Merci. Oui. Serge Alain, je voudrais revenir pour dire que, pour ajouter à la suite du docteur Naba, je voudrais dire qu'en réalité, les décrets tant attendus, les tests que nous attendons certainement du Premier ministre et du Président de la République, ne constituent pas ici un obstacle vraiment, un frein justement à la mise en œuvre, c'est-à-dire à l'entrée en fonction des exécutifs municipaux. C'est-à-dire, nous devons bien comprendre que ce sont des textes qui peuvent être pris à tout moment, ad nutum. C'est-à-dire, le président de la République, au moment où nous parlons, est peut-être en train de les signer. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, sur le fondement, moi également, je ne remets pas en cause ici les compétences de Maître Achou. Et vous pensez, comme m'a dit Dr Nabaz, que cet érudit du droit, comme il a dit lui-même, ignore cette démarche? Pourquoi il met ça sur je ne sais pas, la table? Mais moi, je voudrais Barista Achou ignore tout ça? Je voudrais revenir à un argument qu'a formulé le Maître Ngefak, c'est-à-dire il a évoqué l'effervescence démocratique au Cameroun. Et je pense que c'est propre au régime de comment on l'a pu, c'est-à-dire parce que dans notre État on applique un peu les deux, mais ailleurs aux États-Unis, le citoyen lambda peut saisir le juge de la Cour suprême pour contester, ou bien pour demander l'application d'une disposition donnée, ou bien pour souhaiter que une autorité administrative se prononce ou bien prenne un acte particulier, nonobstant la séparation des pouvoirs. Vous savez que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont bien séparés. C'est-à-dire, le juge ne peut pas aller contraindre l'administration. Et c'est là que la démarche, proprement, c'est-à-dire du Maître Achou,
va bloquer parce qu'en réalité, s'il n'est pas satisfait au terme du recours gracieux préalable, il devra saisir le juge. Et est-ce que le juge peut contraindre l'administration à prendre des décrets? Ma foi, je ne pense pas. Et vous ne voulez pas dire le président de la République? oui, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a séparation des pouvoirs. Oui. Vous voyez. Donc, je veux dire que, pour conclure, c'est-à-dire l'absence de ces décrets, pour l'instant, à l'heure où nous parlons, Oui. n'est pas un obstacle d'étirement. Et il n'est pas sûr qu'avant le 3 mars, il n'y ait pas ces décrets. Mais on revient donc à ce qu'il dit. Le barista Achou veut attirer l'attention. Oui, mais je suis d'accord. Et je Oui. l'ai dit le premier, qu'il appelle tout simplement l'attention des autorités administratives afin qu'elles agissent vite. Mais je suis également persuadé que ces autorités, c'est-à-dire l'administration, à ces technocrates, qui sont certainement en train de travailler, eux qui ont élaboré la loi, ils ne sont pas sans ignorer qu'il va falloir des décrets pour appliquer dans toute sa, comment dire, dans toute sa plénitude cette loi-là. Donc, Voilà. nous avons bon espoir, nous croyons et nous avons foi en nos institutions. J'ai dit, au-delà des clivages politiques, nous devons croire que les institutions doivent fonctionner normalement et qu'elles fonctionneront. Maître Ndefac, absolument, il faut absolument ces décrets-là pour que la machine puisse avancer. Le décret du président. Serge Alain, je voulais refuser de m'aventurer dans l'analyse de la profondeur de la requête du grand frère conseiller barista Achou Djoulous. Au fond, il pose le vrai problème. Et mon voisin vous l'a dit. Il dit pour l'instant, le décret n'est pas nécessaire. Or, l'instant, là, ça veut dire qu'en la forme, installer les maires, ça ne pose pas de problème. Oui. Mais comment ils vont fonctionner? Le problème de fond pose le vrai problème. Et c'est ce que l'anglophone qui est barista Achou a perçu. Vous savez, l'anglophone, ça compose très peu des formes. Il dit, let's go to the point. Aussitôt que vous aurez nommé... Straight to the point. Straight to the point. Oui. Aussitôt que vous aurez nommé le maire et le maire de la ville, comment il va se déployer? Si vous prenez les articles 18 de la loi de 2019 sur la décentralisation, ça termine en vous disant que pour le principe de la mise en place du transfert de compétences, il faudra soit un décret du Premier ministre, soit un décret du Président de la République sur le principe du transfert de compétences. C'est-à-dire, aussitôt il est installé. Maintenant, il faut lui donner tout ce qu'il faut pour que la décentralisation soit effective, pour circonscrire ce qu'il doit faire, comment il doit faire, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Pour que lorsque le ministre de la décentralisation, il sollicite les services du préfet ou bien du sous-préfet, que ça ne pose pas problème. Comment ça doit être agencé pour que la hiérarchie, le respect de la hiérarchie ne coince pas. Si vous transportez, nous transportons encore dans les dispositions de l'article 497, vous constatez que concernant toujours l'affectation, au fond, l'affectation des tâches, la gestion au fond, la loi nous renvoie toujours à un décret qui viendra préciser les conditions du déploiement de ces personnes nommées. Pour là, les nominations ne posent plus de problème. Nous avons vu, le ministre Langa a vite fait, mais après la nomination... Vous voulez dire? Oui, oui. Après ces élections, ceux-là vont aller dans leur bureau et rester parce qu'ils n'auront rien à faire, parce que la loi ne leur a pas dit ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et c'est le problème de l'anglophone. Let's go straight to the point. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est Alain. Si vous permettez, je ne pense pas. Permettez d'abord, Dr Isaac Essam, oui. Oui, il faut rappeler que la loi de 2019 comporte en son sein la plupart des dispositions des lois de 2004. Et quand vous allez au niveau des dispositions transitoires, on vous dit que tout ce qui n'est pas contraire dans 2004 continuera à être appliqué. Donc il n'y a pas un problème. Autrement dit, les compétences ont été transférées depuis 2010. Beaucoup ne le savent pas. Dans le principe du transfert des compétences au Cameroun, c'est pour ça que beaucoup sont en retard sur la question. C'est la loi qui transfère les compétences. Maintenant, les compétences matérielles sont transférées par le pouvoir réglementaire. Et cela a été fait à partir de 2010, dans les différents domaines que vous voyez là. Éducatif, économique, social, culturel, sportif, sanitaire. Ça a été fait. Maintenant, est-ce que vous attendez que on vienne dire aux gens que bon, voilà les compétents, prenez-les. Ceux-là doivent exercer leurs compétences. Et c'est l'un des obstacles majeurs qu'on a sur le terrain.
Parce qu'il y en a qui attendent encore qu'on les transfère les compétences. Par contre, il y a les biens matériels. Déjà, même dans l'ancienne loi de 2004, on disait, quand il y a eu transfert des biens des ministères au CTD, il faudrait que les deux autorités, autrement dit le ministre et le maire, fassent l'inventaire des biens transférés. Et que finalement, ces autorités-là, ensemble, dressent un procès verbal de constat qui est soumis au président de la République pour approbation. Personne, jusqu'à aujourd'hui, aucun maire avec un ministre ne l'a jamais fait depuis 2004. Donc, tous les éléments sont là. Les gens ne maîtrisent pas le terrain et ils ne font pas ce qu'il faut. Donc, c'est cela. Moi, j'ai dit, tout est là. Il faut juste appliquer. Donc, n'attendez pas qu'il y ait une pirouette particulière. Par contre, il y a un problème essentiel qu'on devrait poser. Ça, c'est une question de droit en général. Quand une loi est prise, il arrive que son application soit accompagnée d'un décret. C'est-à-dire l'application de la loi en général. Oui. On dit que la loi entre en vigueur parce qu'il y a un décret qui est venu indiquer l'application. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui entrent en vigueur sans décret d'application? Par exemple, comme la loi de 92 portant Code du travail. Donc, il faut plutôt s'interroger ici. Est-ce que la loi de 2019 est déjà entrée en vigueur? Est-ce que cette loi attend un décret d'application? Maintenant, pour son contenu, il y a des dispositions qui renvoient expressément au texte réglementaire. Oui. On va prendre le cas de l'article 3 de la loi 2019 qui vous dit que le statut spécial des anglophones, là, il va falloir des textes réglementaires qui vont préciser. On va vous dire, par exemple, et ça, c'est depuis 1974. Et c'est là où je ne suis pas très d'accord avec l'efficacité au niveau de l'administration. Oui, parce que 1974, vous avez l'article 9 qui vous dit fonction publique territoriale. C'est le président de la République qui va prendre un décret. On retrouve la même formulation en 2004 dans l'article 19, toujours en attente de décret, et vous avez la même formulation dans l'article 22, alinéa 2 de la loi de 2019, toujours en attente de décret. Donc il peut arriver qu'il y ait ces dispositions-là et que la longue attente freine. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, en 6 mois, si on veut, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris ce que c'est que la décentralisation. Elle n'est pas citoyenne au Cameroun. Quand on l'aura compris, c'est rien, ça va aller. Je vous dis, en 6 mois, c'est faisable. Hélas. Il faut préciser qu'avec vous, hein, bien sûr, vous dites en 6 mois, si jamais on vous sollicite. Bien sûr, j'ai moi-même adressé une correspondance au Mindevel il y a plus d'1 an aujourd'hui. Vous savez, quand on nomme les autorités, les citoyens qui peuvent avoir la compétence demandent à les accompagner. Donc je l'avais déjà fait. Je l'avais même fait pour le Premier ministre avant le plan d'action. Oui. Bon, je n'ai pas eu de réaction, c'est pas un problème. On continue de travailler. Comprenez simplement que, à l'heure où nous parlons, il y a eu transfert de compétences. Maintenant, il faut un transfert de ressources correspondant. Et là où les maires n'ont pas encore compris, voilà. Les 15% de la dotation dont on parle, en fait, si vous voulez une décentralisation effective, ce n'est pas un problème de pourcentage. L'affaire est simple. Qu'est-ce qu'un ministre faisait qui relevait de sa compétence, qui a été transféré à la commune? Oui. Quel est le montant que le ministre utilisait dans le cadre de l'exercice de cette compétence? On transfère à la commune pour que le maire les ait. C'est tout simplement cela. C'est pas compliqué. Oui, Serge Alain. Oui, la question du chevauchement dont parlait Maître tout à l'heure pose le problème de la transition. La transition. Et dans cette transition-là, nous utilisons un terme transfert de compétences. Mais dans ce transfert de compétences, il y a une compréhension juridique de l'affaire. C'est les pouvoirs dévolus au gouvernement qui vont être transférés au CTD. Mais au sens managérial, c'est le transfert des ressources humaines aussi. Alors, l'acquisition des ressources humaines au niveau des mairies, ça va se faire et ça peut se faire par le transfert de certaines ressources humaines qu'il y avait dans les ministères qui peuvent être attribuées ou affectées dans les mairies. Mais c'est également le problème, la préoccupation qui concerne l'acquisition des compétences au niveau des mairies.
comment les mairies doivent recruter à partir de désormais. Ça, c'est un problème réel, un problème majeur. Au-delà de ça, les compétences qui sont là, il faut les améliorer, il faut relever le niveau des compétences disponibles pour les mettre à la hauteur des besoins qui ne vont plus être les besoins d'avant. Donc voilà les 3 préoccupations qui vont se poser dans la problématique du management du changement, parce qu'en fait, les mairies vont subir l'effet du changement. Et ça va, beaucoup de personnes vont être emportées dans ce jeu-là, de plusieurs manières. Hein. On risque d'avoir pas mal de soucis avec les tribunaux, parce que on ne va pas se limiter à voir seulement les chiffres auxquels on peut avoir accès, mais il faut être capable de manager ces chiffres-là, et il y a beaucoup de risques. Donc moi, je pense que Maître, puisque nous sommes sur le dossier de Maître Achou, Maître Achou peut-être pose en termes juridiques un problème plutôt managérial. C'est-à-dire comment les mairies vont faire pour être capables, dans les jours qui viennent, d'exercer les pouvoirs qui leur sont désormais dévolus. Là, 10 secondes, juste, je ne vous coupe pas. Oui. Il faut dire qu'il y a déjà un personnel existant et que le personnel politique qui viendra sera soumis à une sorte de formation pour ce qui relève. Mais les questions techniques, il y a un personnel qui est déjà là. Et il y a une question qui est éludée. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est l'État qui a créé une école pour faire former le personnel compétent des collectivités territoriales décentralisées. Pourquoi dans tous les débats, dans tous les colloques, dans tous les sommets, on évite de parler de ce personnage? Je ne comprends pas. Et moi, je vais vous dire la vérité, parce que... Oui, le CFAM, le Centre de formation pour l'administration territoriale. On forme les administrateurs, en général, les financiers et les techniciens pour les questions d'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on les évite? Si on n'a pas besoin de ce personnel, qu'on ferme cette école. Mais cette école ne peut pas exister, former les gens tous les 2 ans. Et vous avez certains qui sont en chômage. Moi, je connais une dame qui a tellement attendu qu'elle a ouvert un restaurant derrière l'université de Douala, qui a été formée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est que le ministre, par exemple, qui devrait nommer dans les postes de secrétaire général, les mêmes peuvent recruter ce personnel? Je crois que ça va arriver avec la décentralisation. En un petit résumé. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est comment manager la nouvelle mairie. Comment manager la nouvelle mairie? L'État met à disposition les moyens, les ressources. Mais maintenant, comment faire en sorte que les ressources humaines actuelles, je ne dirais pas comment elles sont recrutées. Dans la plupart de nos mairies, c'est très souvent les récompenses des acteurs politiques. C'est pas dans toutes les mairies. Bon, moi, je suis à Douala 3e. Si on fait l'état des recrutements des 7 dernières années, on va se rendre compte que les gens n'ont pas été recrutés sur la base de leur compétence. Il ne faut pas tirer sur les responsables qui étaient là. Je veux tout simplement dire que... l'exemple ailleurs. Nous sommes des acteurs politiques dans le milieu politique. De temps en temps, c'est ce qui arrive souvent. Puisque, alors, en gros, comment on fait pour relever le niveau de tous ces gens-là? Ils sont tous des personnes intelligentes qui sont capables d'apprendre, de s'accommoder au nouveau métier, au nouvel exercice de leur métier. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les compétences qui sont disponibles ne suffisent plus pour les problèmes qu'il y a à régler. Maintenant, comment on va acquérir de nouvelles compétences? Quelle est la place qu'on va donner aux nouvelles compétences que l'État pourrait éventuellement envoyer? Vous parlez du futur. Pour l'instant, là, on fait comment? Non, mais toutes ces questions-là se posent à présent. Vous savez, pour recruter demain, il faut bien évaluer les besoins en compétences maintenant. On est d'accord. C'est des questions fondamentales. Ce qu'on dit là, on l'a dit hier, jusqu'à ce que nous arrivons à... Hier, on parlait, il n'y avait pas ce code-ci. Le code est là, les nouveaux maires sont là, les nouvelles ressources sont là. Il faut les gérer. Mais si on ne se pose pas ces questions maintenant et qu'on ne trouve pas des réponses maintenant, on va avoir des problèmes demain. La machine sera grippée. Voilà. Ouais, je voulais tout simplement ajouter que, en réalité, deux choses. D'abord, nous devons prendre en compte les dispositions transitoires d'un texte normatif, c'est-à-dire qui dit comment va s'organiser la mise en place des nouvelles institutions ou bien l'application de cette loi en attendant les textes d'application. D'une part. D'autre part, je voudrais insister sur le problème des transferts de compétences. Le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, en réalité, depuis les lois de 2004 et surtout la loi de 2009 sur le régime financier des collectivités territoriales décentralisées, l'État a progressivement procédé à un transfert de compétences. Moi, je veux dire que c'est un problème parce qu'en réalité, ce que nous questionnons là, c'est quoi? C'est le management, parce que le docteur n'a pas parlé de management. Le management, c'est-à-dire la gestion faite par les anciens exécutifs communaux qui ont été peut-être renouvelés parfois. À Douala 5e par exemple, d'où je suis. C'est-à-dire
l'ancienne équipe à la mairie a été reconduite. On ne va pas ici évoquer la méthode, la manière. Mais nous allons quand même dire que mais cet exécutif-là... On peut toujours évoquer. Hein. Non. Cet exécutif-là, n'est-ce pas, était déjà là en place depuis 2004. En 2009, avec le régime financier de CTD, c'est-à-dire qui organise la gestion, la même équipe était là. En 2010, quand l'État commence à transférer les compétences en matière de santé, d'éducation, nous avons toujours, pendant nos meetings, c'est-à-dire notamment à Mbanga Bakoko, nous avons vu, c'est-à-dire des maîtres de parents qui touchent 5 000 francs par mois, mais qui sont à la charge de la mairie. Qu'est-ce que ces maires ont fait de ces maîtres de parents? Qu'est-ce que ces maires font de la santé des Camerounais dans les hôpitaux de district? Puisqu'en réalité, il faut bien comprendre, avec la loi de 2019, c'est que les personnels de l'État qui relèvent des arrondissements sont d'office transférés comme personnel de la mairie. Mis à part la question qu'évoquait le docteur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains qui sont formés, ces femmes qui ne sont pas recrutées. Mais je veux dire, c'est de la responsabilité même, et c'est pourquoi nous appelions les électeurs à se mobiliser massivement pour aller sanctionner ces mauvais gestionnaires de la chose publique. Parce qu'en réalité, toute cette compétence-là existe carrément depuis 2009, 2010. C'est-à-dire il y a eu plusieurs textes qui ont été pris où chaque ministre compétent se dessaisissait au profit des CTD. Mais nous constatons que les Camerounais continuent de souffrir. Les Camerounais continuent, n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas de voirie, n'ont pas de santé, d'éducation. La campagne continue. Oui, la campagne continue parce qu'en réalité, nous devons vous interpeller là-dessus. Vous devez être interpellé là-dessus. Moi, j'insiste sur la question et moi, j'ai décidé d'être le porte-voix de ces gens. Les maîtres de parents au Cameroun, à Lolodorf, je connais des maîtres de parents qui touchent 2000 francs par mois. Est-ce que c'est normal? 2000 francs par mois, monsieur Sergio. 2000 francs par mois. Vous imaginez, parfois ils sont payés en fagot de bois. Ici à Douala, en Mbanga Bakoko, pendant que nous parlions de cette question, un maître de parents était dans la foule, on ne l'a pas appelé, je ne connaissais pas. Il a dit, moi je touche 5000 francs par mois. Est-ce que c'est normal? Nous sommes à Douala. À Douala. Et ça, c'est de la compétence du maire. C'est le maire qui est chargé parce qu'il a reçu la compétence de gérer l'éducation de base. J'aimerais quand même dire un petit truc là-dessus. Oui, mais l'éducation de base. Qu'est-ce qu'il fait donc de ces maîtres de parents qui sont recrutés? Ce que je voulais dire quand même, voyons la décentralisation comme un processus. Non, mais un processus qui dure depuis 1974. Bon. C'est ça le problème. Non, nous devons accélérer le processus. Depuis 1904, ce que je veux dire, c'est que on est quand même dans un processus dont on ne peut pas dire qu'il n'avance pas. Moi, je dis, sur ce plateau où je pense que notre mission ici, c'est quand même si ce n'est éduquer, cultiver les citoyens. Cultiver les citoyens. Moi, je pense que nous devons regarder la direction vers laquelle le pays est en train de partir et peut-être nous servir des appels comme celui de Maître Achou pour dire, voilà, ce que Maître Achou dit, au plan juridique, peut-être ça ne veut rien dire, mais au plan managérial, ça apporte ceci. Comment faire pour y arriver? Si on retourne sur ce que les maires faisaient, oui, d'accord, les textes étaient là. Mais est-ce que les mécanismes managériaux étaient en place? C'est pas sûr. Mais on ne peut pas mettre les mécanismes managériaux avant les textes. Donc, sinon, c'est la charrue avant les bœufs. Moi, je crois que c'est un processus qui avance. Soyons patients. Le cycle de vie d'un chat, c'est pas le cycle de vie d'un chien, c'est pas le cycle de vie d'un être humain. La machine est en train d'avancer. Faisons preuve d'un peu de patience. Cette machine avance. Est-ce qu'elle n'avance pas? Les Camerounais ont été trop patients pour penser. Docteur Naba. Bon, qu'ils arrêtent de patienter au moment où oui. Est-ce que le docteur Naba veut nous dire que les Camerounais doivent continuer de patienter? C'est-à-dire quoi, concrètement? Est-ce que la dame, une femme qui va accoucher dans un hôpital, ne peut pas payer, dans un hôpital public, ne peut pas payer les frais d'accouchement, c'est-à-dire suite à son hospitalisation, elle n'arrive pas à payer ses frais d'accouchement, vous demandez à cette dame d'être patiente dans l'hôpital pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant... Pourquoi vous ne voulez pas utiliser le mot? Vous dites qu'il faut qu'elles soient patientes. Elles sont souvent gardées là-bas. Elles sont gardées. Nous avons des responsables de cet exécutif qui prennent des mesures express pour régler cette situation. Elles sont gardées prisonnières. Elles sont gardées prisonnières dans l'hôpital. Leurs enfants fêtent parfois leur 6e mois. Non, moi, je pense qu'on parce qu'elles n'arrivent pas à payer les frais. Je pense qu'on doit aller vers l'essentiel. Vous demandez à cette dame de continuer d'attendre à l'hôpital. Ces questions sont des questions qui sont en train d'être réglées. Nous pensons que, peut-être la campagne est passée, c'est vrai,
Mais nous devons continuer à recommencer, nous devons ça fait du bien. C'est exactement de faire une campagne. Je l'ai ressenti. Sensibiliser les populations sur la nécessité de s'impliquer, de se sentir concerné par la chose politique d'abord. Impliquer, oui. Et s'engager, oui. S'engager, évidemment. Et surtout, veiller dorénavant à aller sanctionner tous ceux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de souci, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Maître Nkefa, revenons sur cet article 195 du Code général. Les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Et plus haut, Barrister Achou dit, parlant des élections dont il s'agit, des résultats qui ont été proclamés par ELECAM, organe habilité dans le dit processus, mais vous conviendrez que ces résultats ne sauraient être définitifs au regard de la loi que vous avez citée plus haut. Plus précisément, la loi de 212-001 du 19 avril, la loi portant code électoral. Comment comprendre cette attitude? Moi, je reste sur l'attitude de Barrister Achou. Barrister Achou, lui, il justifie là simplement le caractère prématuré. C'est-à-dire, le ministre de la décentralisation a pris une lettre circulaire avant que le processus électoral ne soit définitivement clos. Oui. Pour lui, c'est lorsque et les tribunaux administratifs et le Conseil constitutionnel auront dit c'est terminé que maintenant le ministre de la décentralisation initiera sa lettre circulaire pour dire les préfets, vous devez convoquer les sessions. Ouais. Mais il dit avant de le faire, il faudrait d'abord un conseil interministériel. Parce que il faut éviter ce que le docteur Anaba est en train de décrire, c'est-à-dire petit à petit, on vous a donné encore un peu aujourd'hui. Contentez-vous de un peu. C'est ce que Barrister Achou ne fait pas. C'est le langage depuis 96. Hein. Mais les institutions se mettent en place. Contentez-vous du un peu qu'on a encore donné là. Non. Barrister Achou dit non. Pour l'heure, comment utiliser cette loi ou pas, il devrait avoir un maire. Le changement. Il devrait avoir soit un maire ou un délégué de gouvernement parce que c'est la même personne. C'est le vocabulaire qui change. Mais en réalité, le texte dit que lorsque l'État accepte de transférer, il envoie et les ressources et les moyens qui accompagnent. Or, docteur Naba lui dit, les ressources là, ne regardez pas encore ça. Attendez. Bon, comme je sais, Payez d'abord les maires. Payez d'abord les maires. Et puis on va progressivement, comme la loi fondamentale de 96, que progressivement on le fait. Or, moi je vais répondre aux deux docteurs. Vous avez évoqué la loi 2004. Entre 2004 et 2019, qu'est-ce qui a changé en termes de décentralisation afin que nous ayons un code de la décentralisation en 2019? Parce que les maires ne font pas leur travail. Rien n'a changé. Vous voulez la réponse? Pour vous permettre de comprendre que le fondement de la correspondance ou bien du recours de Maître Achou justifie la longue attente inutile entre 2004 et aujourd'hui. Parce qu'entre 2004 et aujourd'hui, on est resté sur place à avoir que l'État a transféré le titre 2, mais a transféré le titre de délégué de gouvernement qui aujourd'hui va s'appeler maire de la ville. A dit le maire de la ville, comme dit le ministre de la décentralisation, il ne sera plus seulement élu dans la ville, mais dans la région. On le prendra dans la région. Voilà un peu cela. Or, Barrister Achou dit non. Il ne suffit pas d'aller chercher Ngonyebel quelque part pour venir installer dans la communauté urbaine de Douala. Il faut lui donner toutes les ressources. Ce transfert de ressources et de moyens là. Et il dit pour le faire, il faut un décret du président. Référez-vous, voici la base légale. Article 18 de ce code dit que ou le Premier ministre ou le président de la République. Il dit si vous êtes têtu à lire l'article 18, lisez l'article 497 qui dit pour l'affectation. Affecter, vous êtes les spécialistes de la décentralisation. Que signifie affecter? Et vous avez bien fait en scindant rien que sur le plan des ressources humaines en deux blocs. Il y a un bloc politique qu'on va attendre, qu'on ne sait pas comment il viendra, qu'on ne sait pas comment il sera entretenu, et un bloc de fait qui est déjà là. Alors,
comment celui qui doit être élu à travers cette loi va manager ceux qui sont déjà là, sans que celui qui transfère ne lui dise voici les modalités de transfert de ressources, voici les modalités de transfert des moyens. Tout cela existe déjà. 2. Ce qui n'existe pas, vous l'avez dit. Dans la commune de mon village à Fongo Tongo, lorsque on va transférer ce que vous dites que ça va venir, les ressources humaines politiques, quel est le texte qui va autoriser ce transfert des hautes personnalités politiques à la mairie pour dire au maire, nous venons surveiller des choses. Et quand ils viendront, ce ne seront pas, pour dire vulgairement, ils ne viendront pas pour nos beaux yeux. Chaque fin du mois, ils iront émarger. Ils émargeront comment? Ça interviendra là le plan social, la gestion de leur salaire. Il faudra donc ce texte qui règle rien que ce que vous-même vous notez, que ça va se faire, que c'est obligatoirement là. Et en réalité, ceux qui ont pris l'affaire ont leurs personnes qu'ils doivent nommer, qui doivent faire venir. Comment les prendre en charge? That's the question. Il faut donc ce texte qui s'appelle le décret, soit du Premier ministre, soit du président de la République. Et Maître Achou vous dit, si vous ne comprenez pas, c'est votre loi qui le dit, que pour le faire, vous devez lire l'article 18, vous devez lire l'article 497. Et pour le faire, il faut associer donc les 8, parce qu'il y a le conseil ministériel, c'est un groupe de 8 qu'il a cité. Ils sont 8 qui doivent s'asseoir pour définir comment le personnel politique là, il viendra dans la commune de votre village. Comment ils vont se déployer? Est-ce que cela conditionne déjà la désignation du maire? Non, ils ne contestent pas la désignation du maire. Peut-être vous ne voulez pas qu'on se reprenne. En fait, c'est la il dit que dès qu'on a installé le maire là, and the next is what? Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Mais toi est déjà là. Il faut poursuivre parce que continuité du service. Les anciens, mais je suis convaincu que nous ne comprenons pas. Si nous comprenons. Okay. L'un des problèmes que pose le Maître Achou est relatif à l'affectation de la fonction publique locale, c'est-à-dire comment elle sera constituée. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut donc un décret du président de la République pour mettre la disposition, puisque l'article, je crois, 494 au-dessus, prévoit que les personnels de l'État qui relèvent des arrondissements, c'est-à-dire compétents dans les arrondissements. 497. Voilà. Les services déconcentrés de l'État, initialement placés sous l'autorité du gouverneur de région et dont les compétences sont intégralement transférées aux régions, sont réservés auprès du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif régional. Il faut poursuivre, non, c'est pas fini. Oui. Les services d'arrondissement de l'État, dont les compétences sont intégralement transférées aux communes, sont réservées auprès du maire de la commune ou de la commune d'arrondissement, selon le cas. Voilà. C'est cette situation, c'est-à-dire en réalité, le personnel, il est là, il est mis à la disposition par l'État. Parce que vous savez, par exemple, en matière fiscale, c'est-à-dire le personnel de l'État, pour l'instant, assure encore les compétences dévolues aux collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire collecte pour leur compte des impôts qui sont dus au CTD. Et maintenant, ce que la nouvelle loi dit, la loi de 2019 dit, c'est que à partir de dorénavant, c'est-à-dire ce personnel-là qui relève les services déconcentrés d'arrondissement, c'est-à-dire par exemple les CDI, centres divisionnels des impôts, seront automatiquement reversés comme personnel de la commune. Je vais ajouter. Et maintenant, il faut donc un décret. C'est-à-dire, évidemment, il faut un décret, mais c'est très facile parce qu'en réalité, ça ne va pas changer le statut, c'est-à-dire, comment dire ça? S'il y a des fonctionnaires parmi, s'il y a des cadres contractuels parmi, en réalité, ils seront considérés dorénavant comme faisant partie du personnel des CTD, c'est-à-dire de la fonction publique locale. Mais par ailleurs, est-ce que dans l'année, ils seront automatiquement payés par la mairie? Je ne crois pas, puisqu'il faut un montage, c'est-à-dire il faut que le budget ait pris en compte cela. Ouais. Ce n'est pas encore le cas. Les 15% dont nous parlions là, sur la dotation à la décentralisation, qui est indexée sur le budget de l'État. Et ce ne sont pas les seules ressources des CTD. Évidemment. Lisez la linéa 5 de l'article 497. Vous comprendrez que le Valsa a choix de non. Avec tout ce que je lise la linéa 5 de l'article 497. Voilà.
Un décret du président de la République détermine... Tout doucement, s'il vous plaît. Un décret du président de la République détermine les modalités de transfert, d'affectation ou de mise à disposition prévues au présent article selon le transfert... Selon que le transfert des compétences est intégral ou partiel. Voilà. Pour leur répondre, est-ce que nous sommes dans un cadre de transfert intégral ou partiel? On ne sait même pas encore. On dit selon que il est partiel. Quand on saura s'il est intégral ou partiel, le chef de l'État, dans son compétences, le chef de l'État dans qui son ont décret été peut indiqués dire comme que étant transférés. Dorénavant, tel type de personnel relève, comme on a dit, comme la loi dit, relève seulement des CTD et intègre la fonction publique locale. Tout comme il peut revenir, il peut dire après, temporairement, c'est-à-dire provisoirement, en attendant que c'est-à-dire il y ait suffisamment de personnel formé aux femmes justement et qui vont travailler pour les CTD. Ou alors, si un fonctionnaire décide de se mettre à la disposition des CTD, qu'il soit écarté des personnels de la fonction publique de l'État. En fait, il n'y a pas, moi je vois pas, il n'y a aucune difficulté. Oui, le détachement. Il n'y a aucune difficulté en réalité, cela va s'harmoniser. Mais la fonction publique territoriale permettra de régler tout cela. Est-ce que j'ai dit que cette fonction publique territoriale est prévue depuis 1974? Il faut simplement la mettre en place. En attendant, les textes sont clairs, le personnel de l'État peut se retrouver travaillant dans les CTD par la voie du détachement, et c'est ce qui est fait depuis longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas une découverte. Vous avez les secrétaires généraux des communautés urbaines. Je comprends, même sans le détachement. Vous avez des receveurs municipaux qui sont des fonctionnaires. Donc pour moi, il n'y a pas un réel problème là-dedans. La question est plutôt de savoir quand est-ce qu'on aura une fonction publique territoriale effective, de sorte que le personnel puisse, c'est-à-dire qu'il s'agit du personnel de l'État ou du personnel de CTD, on puisse avoir des vases communicants. Parce que ce fonctionnement-là, on le retrouve déjà en France. Vous avez la fonction publique nationale, avec le personnel de l'État, et vous avez la fonction publique territoriale en France, avec des personnes formées, par une école compétente, comme le CEFAM là-bas. Donc ça existe aussi. Donc il suffit d'appliquer des choses. Moi, je voudrais tout simplement dire que vraiment, que se passerait-il? Je voulais poser la question à Maître Gueffard. Que se passerait-il si on prenait tous les décrets du Premier ministre et du Président de la République maintenant, on les pose sur la table? Est-ce que tout roulerait comme sur les rails? Je ne suis pas sûr. Je voudrais tout simplement dire que c'est bien de regarder de l'extérieur en tant que juriste, regarder les règles de droit, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui n'est pas. C'est un système perfectible, je suis tout à fait d'accord. Mais comprenez que ceux qui sont dans la machine, dans le système, pour eux, la préoccupation n'est pas seulement de faire les textes, mais de faire en sorte que ces textes-là soient appliqués. Et donc, la difficulté de faire les textes, je suis sûr qu'elle est moindre par rapport à la difficulté de les appliquer en tout point. Donc, c'est cette préoccupation-là qui est en cours. Et moi, je pense que revendiquer d'annuler l'action en attendant qu'il y ait les textes, je ne suis pas sûr que le système va avancer. Le pays va s'arrêter. C'est Jeannin. Je vais prendre juste un exemple. Si tous les décrets étaient là, on ne parlerait plus d'une corruption qui fatigue les gens. On respecterait juste le décret qui autorise chaque fonctionnaire qui veut être ministre à rendre public la liste de ses biens. Voilà les faits du décret. Vous voyez donc, voilà les textes peuvent être là sans qu'ils soient appliqués, vous comprenez. C'est pourquoi la corruption, elle est galopante. Dites que certains textes n'ont pas souvent été là, parce que les autres sont précisément là. Si on a les textes cadres, alors que la matrice est absente, il y a même à quoi ça sert? des textes qui relèvent de la matrice, commander plutôt la mentalité de l'homme camerounais. Il faut conscientiser l'homme camerounais à respecter les textes et à développer son pays. Des textes d'application qui font défaut. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le texte d'application de l'article 66 de la Constitution qu'on ne lutte pas? Peut-être avec une méthode contestable, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne lutte pas contre la corruption? Est-ce que la lutte contre la corruption n'est pas effective, c'est-à-dire le TCS ne fonctionne pas? Est-ce que les gestionnaires des deniers publics ne font pas l'objet de procédures pendantes ici et là, c'est-à-dire même dans les instances administratives, c'est-à-dire au Conseil supérieur de l'État ou alors au Conseil des disciplines budgétaires? Non, mais en réalité, c'est-à-dire c'est pas le texte, et c'est ça le problème du Cameroun encore. C'est pas le texte qui fait la gouvernance. Vous comprenez? C'est les hommes qui les animent. C'est-à-dire si les hommes sont compétents et sont au service
de leur République, de la République, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que les hommes ne font pas leur travail. Et c'est pourquoi nous disions au PCRN que nous devons faire en sorte que ce qui doit être fait se fasse. Il faudrait que chacun fasse son travail et soit mis face à ses responsabilités et réponde de ses actes. Ok, merci, on revient après le journal. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufelet qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la réaction de certains acteurs de la société civile sur le plan international après les événements survenus dans le Dongamanton, là où plusieurs femmes et enfants ont été tués lors d'une opération de sécurisation dans cette région en guerre. Depuis près de 3 ans, cette fois-ci, ce sont des évêques catholiques du monde qui ont décidé de prêcher l'évangile du dialogue et de la médiation suisse au chef de l'État du Cameroun. Dans une lettre ouverte, ils évoquent l'urgence d'aller sur la table du dialogue, de négocier avec les groupes armés séparatistes, proposition adressée au chef de l'État du Cameroun. Et ces atrocités commises dans le nord-ouest exaspèrent un ancien dirigeant africain, ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, s'interroge sur le silence de la France, de la communauté internationale et de l'Union africaine sur une crise anglophone qui perdure depuis près de 3 ans, lui qui interpelle la communauté internationale demandant une intervention en urgence pour stopper le chaos au Cameroun. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ces conseils, cette session de plein droit des conseils municipaux qui se déroulent sous haute tension à Kekem. Il y a eu du grabuge durant toute la journée du fait de ce premier conseil municipal consacré à l'élection du maire et ses adjoints qui se déroule ce soir même dans cette commune d'arrondissement et dans d'autres communes du pays. Nous ferons le point dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Équinoxe Soir. On se retrouve après pour Équinoxe Soir, deuxième partie justement. Ce sera le temps du débrief et nous serons toujours là en compagnie de nos 4 invités pour débriefer sur 2 ou 3 sujets que Cédric Noufelet aura posés dans son 20h. Tout de suite donc, c'est le 20h de Cédric. Avec les groupes armés séparatistes pour trouver une issue à ce cycle de violence meurtrière qui dure depuis près de 3 ans pour mettre un terme à cette crise anglophone qui a déjà engendré près de 2000 morts selon ces évêques et plus de 800 000 déplacés et des dizaines de milliers de réfugiés camerounais au Nigeria. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings fustige l'attitude de la communauté internationale. Il a exprimé un coup de gueule sur son compte officiel Facebook, se demandant comment expliquer ce silence de la communauté internationale alors que des populations civiles se font massacrer dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Il a particulièrement insisté sur le rôle de la France et son indifférence face à cette situation sécuritaire critique dans les régions anglophones du Cameroun, interrogeant le silence des États-Unis, de l'Angleterre, face à l'attitude du président camerounais concernant la résolution de la crise anglophone. L'impuissance de l'Union africaine également a fait l'objet de critiques de la part de l'ancien président ghanéen qui demande une intervention dans l'urgence afin d'éviter le chaos au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Équinoxe Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Équinoxe Soir. Retour sur le plateau Équinoxe Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de maître Augustin Gueffak, docteur Isaac Essam, docteur Valérie Anaba et Patrick Owona. Patrick Owona, je commence par vous. Des évêques qui écrivent à Paul Biya. C'est sérieux? C'est grave? Il faut faire quelque chose? Serge Alain Autour, je manque même de mots, vous savez. Un mort, c'est un mort de trop. Et au nord-ouest, ce sont les Camerounais qui meurent. Donc, je ne peux que m'associer à la kyrielle
de protestation. C'est-à-dire les Camerounais qui demandent au gouvernement de faire toute la lumière sur cette affaire. Un mort, c'est un mort de clou. Le PCRN dénonce avec la dernière énergie ces atrocités. Le PCRN s'incline sur la mémoire, face à la mémoire de ces disparus. Le PCRN condamne la lenteur avec laquelle le gouvernement a réagi face à cette situation. Nous sommes donc amenés à douter. Le ministère de la Défense est sorti 3 jours après. 3 jours après, parce que les réseaux sociaux la toile s'est emparée de cette affaire. En as-tu horreur du vide? Évidemment, c'est-à-dire, et là nous allons dire qu'il y a une faillite dans la communication gouvernementale, parce qu'en réalité, il était de bon ton que le gouvernement, dès le 14 février au soir, après les événements, ou bien le 15 au matin, puisse communiquer, informer. C'est-à-dire, les Camerounais ont besoin de savoir. Les Camerounais ont besoin d'être informés. Et c'est le devoir du gouvernement d'informer. Mais quand le gouvernement conserve, c'est-à-dire garde par devers une telle information, et qu'il réagisse aux réactions, on va dire, c'est-à-dire, excusez-moi la répétition, qu'il réagisse à l'indignation de la communauté internationale, parce que c'est dès lundi matin, avec les publications sur RFI et je crois France 24, que nous avons eu la réaction du gouvernement à travers le porte-parole du ministère de la Défense. Pourtant, les événements sont déroulés au 14 février. Nous attendions un peuple qui est gouverné, attend de son gouvernement, attend de ses dirigeants qui prennent les dispositions afin qu'ils soient informés, si ce n'est au jour le jour, mais en temps réel, des situations qui intéressent la vie nationale. Je dis, un mort de clou, un mort au nord-ouest, c'est un mort de clou. Nous sommes face à une guerre inutile. On aurait pu arrêter cette situation si les dispositions avaient été prises. C'est vrai, le gouvernement a tout fait grâce à la situation, grâce au dialogue national pour résoudre il a voulu résoudre la question, mais encore les lenteurs dans l'action gouvernementale ont favorisé le pourrissement et l'installation de groupes violents qui manifestement ne veulent pas la paix, parce qu'il faut le reconnaître, des séparatistes qui ne veulent pas la paix. Mais maintenant que les évêques appellent le gouvernement à suivre la médiation suisse, c'est pas une mauvaise chose. Toutes les âmes de bonne volonté sont conviées au chevet du nord-ouest et du sud-ouest afin que la paix revienne. Un mort, c'est un mort de tout. Docteur Valérien Naba, les 16 évêques, qui sont 16, demandent justement que le Cameroun négocie, c'est-à-dire le gouvernement, on va le dire comme ça, négocie avec les séparatistes. Est-ce qu'il faut enfin voir ce côté-là? Il y a eu le grand dialogue, bon, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale continue de demander ce dialogue-là avec ceux-là qui ont le terrain, comme on dit. On l'a vu dernièrement avec le lockdown. Oui, je voudrais pour ma part également dire toute ma souffrance que je partage au regard de ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest de notre pays. C'est une situation extrêmement grave, c'est une situation extrêmement douloureuse parce que nous faisons tous un bond en arrière par rapport à cette situation. Et effectivement, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête et tous les moyens qui peuvent nous aider à cela sont les bienvenus. Les réactions massives que nous voyons à l'international suscitent à moi néanmoins quand même deux interrogations. La première interrogation, c'est pourquoi on a vu ces groupes de terroristes mener des actions d'une horreur incomparable et diffuser eux-mêmes dans les réseaux sociaux. On a vu leur ferme volonté à rendre la vie impossible dans ces zones-là. On n'a pas eu le sentiment que toute cette communauté internationale était associée à cette souffrance avec la même ferveur. Moi, je m'interroge également, c'est ma deuxième interrogation, de l'Église catholique. Moi, je dis, mais c'est bien la médiation suisse, mais nous sommes quand même chrétiens.
pour beaucoup d'entre nous au Cameroun, nous sommes chrétiens catholiques et nous savons qu'au nord-ouest et au sud-ouest, l'église catholique est profondément enracinée. Et nous savons ce que le cardinal Christian Toumi a fait pendant le dialogue national et après. Mais pourquoi l'église catholique nous envoie en Suisse alors que le Vatican, qui dispose d'un éventail de médiateurs possibles à travers le monde, tous ces évêques-là, mais pourquoi ces évêques qui signent cette pétition ne nous proposent pas la médiation vaticane, par exemple? Moi je m'interroge, mais pourquoi seulement la médiation suisse? Je ne sais pas. Vous avez un problème avec la médiation suisse? Je n'ai aucun problème avec la médiation suisse. Moi, je me serais attendu à ce que, pour une fois, quand j'ai entendu pétition de l'Église catholique, je me suis dit, enfin, l'Église, notre mère, l'Église se lance dans cette affaire, ça va être réglé. Enfin, c'est l'interrogation qui me vient à l'esprit. Moi, je vais dire deux choses pour cette énième exaction qui, pour moi, devait être la dernière. C'est que nous avons clairement d'un côté une horde de bandits armés. Des bandits armés qui ne veulent pas du tout la paix. Leur objectif n'a jamais été la paix. Et leur objectif n'est pas la paix. Parce que si leur objectif était la paix, on aurait bien fait avec eux un pas là-dessus. Je pense également, leur objectif... Qu'est-ce qu'on fait donc? On continue la guerre? Non, leur objectif n'est pas non plus... L'option armée... Pour négocier avec eux... Est-ce que l'option armée a donné ses fruits? Pour négocier avec eux, il faut qu'ils défendent une cause. Quelle est la cause qu'ils défendent? Ils défendent la cause du droit au désordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille s'asseoir avec eux pour négocier avec eux sur les modalités du désordre dans le pays. Je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde qui a négocié sur ce type de thématiques. En tout cas, pourquoi ils veulent le désordre? Parce que le désordre leur permet de voler, de piller, puisque c'est de ça qu'ils vivent. Moi, je crois que il faut faire très attention à cela. Comme ils ont vu les actions des classes filmées par eux-mêmes, diffusées par eux-mêmes ne marchent pas, c'est des actions dissimulées. Ils prennent à partie notre armée. L'armée du Cameroun est une armée professionnelle. C'est une armée qui est au service de la nation, au service de la République. Et cette armée-là est aujourd'hui prise pour cible. Prise pour cible par ces bandits-là et prise pour cible également par des personnes qui forcément, de mon point de vue, risqueraient de me donner le sentiment d'avoir un intérêt autre que la paix au Cameroun. C'est pour ça que moi j'appelle tous les Camerounais à défendre notre armée, parce que cette armée-là, je pense que chacun d'entre nous ici et tous les téléspectateurs qui nous regardent certainement, ont un membre dans l'armée. On a perdu un ami de près ou de loin, un membre de la famille proche ou éloigné dans cette guerre-là. Et nous savons tous que nous sommes tous perdants, nous perdons des nôtres. Et ceux-là qui vont au front, et au nord-ouest, au sud-ouest, et ailleurs, ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de sentir qu'il y a des gens qui pensent à eux, qui les soutiennent dans cette cause-là, dans cette défense de notre drapeau. L'armée n'est pas un parti politique. Ces gars ne sont pas le RDPC. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le RDPC, ça ne concerne pas l'armée. Quand les gars vont sur le front, ils ne cherchent pas à savoir si c'est tel ou tel parti. Donc moi, j'interpelle tous les leaders d'opinion, de quelque ordre que ce soit, j'interpelle les médias sur le traitement qui est fait de cette information, où on a quand même l'impression parfois, tout au moins certains médias, donnent le sentiment de mettre la peinture sur certains aspects et volontairement ont tendance à taire d'autres aspects qui ne sont pas non plus moins odieux, moins. Encore qu'il faut encore vérifier que c'est une exaction qui a telle ou telle responsabilité. Nous appelons tous une enquête approfondie qui nous permet de savoir qui l'a fait. D'ailleurs, lorsqu'ils ont filmé eux-mêmes leurs crimes et qu'ils ont diffusé, qui a parlé, qu'est-ce qu'on a fait? C'est passé comme ça. Donc moi je dis, ces actions sont des actions des bandits armés qui veulent terroriser les villageois, qui veulent terroriser la population et qui veulent passer leurs règles du désordre pour continuer à voler et continuer à piller. On ne peut pas vivre dans un pays du désordre, dans une nation du désordre. Docteur Isaac Essam, les évêques demandent qu'il y ait impérativement ce dialogue. Depuis le 6 novembre 2018, date des prestations de serment de Paul Biya, il a fait au moins, je crois, si je m'abuse, au moins 7 discours. Il demande que ces jeunes qui ont pris les armes les déposent. On ne voit pas trop de changements. Oui, les armes continuent de crépiter. Des Camerounais tombent. La communauté internationale insiste sur le dialogue. Docteur Anaba dit, c'est des bandits, ils ont tué, qu'est-ce qu'on fait donc? On continue à se tirer dessus? On ne s'arrête pas un moment pour dialoguer, enfin? C'est, disons, une nouvelle très triste. Cette tragédie-là ne peut que toucher les cœurs.
Donc quand on voit les Camerounais mourir du côté de l'armée, du côté des civils ou des séparatistes, c'est très triste. Et vous savez que personnellement, j'ai toujours plaidé pour la paix et le développement. Voilà mes deux principales préoccupations, paix et développement. Seulement, lorsqu'on fait face à une situation, il ne faut pas arrêter de chercher les solutions efficaces. Il faut toujours continuer à chercher les solutions efficaces parce que ce n'est pas toujours évident. Ce que j'ai appris en management, c'est que face à un problème, si vous l'évitez de front pour régler le problème périphérique, le problème de fond va revenir. Il vous souvient que c'est en 2014 qu'il y a eu célébration de la réunification à Buea. 2013. Vous voulez 2013. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années seulement, il y a eu des troubles. Oui. On a déjà négocié, certains acteurs se sont assis, les négociations ont cours, il y a même des résolutions qui sont prises, mais ça persiste. Voilà. C'est indiquer qu'en réalité, la meilleure solution n'est pas encore là. Voilà. C'est de savoir qu'est-ce que les acteurs recherchent fondamentalement. Pour avoir discuté avec certains frères anglophones ici à Douala, c'est toujours cette histoire de fédéralisme qui revient. Et beaucoup ont l'impression que quand on propose la décentralisation, ça veut dire être contre le fédéralisme. Et ceux qui proposent le fédéralisme ont l'impression qu'il faudrait combattre la décentralisation. Non. Le fond, c'est l'épanouissement des populations. Le fond, c'est la répartition des richesses, c'est la justice sociale. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que si les négociations ne sont pas encore définitives, les résolutions qui sont là, on peut déjà commencer à les mettre en œuvre pour démontrer aux uns et aux autres que l'épanouissement est là. Beaucoup ne le savent pas. Les 3 pays les plus décentralisés du monde sont les États-Unis, la Belgique et la République fédérale d'Allemagne. C'est dans ces pays qu'au niveau de la base, la décentralisation est extrêmement poussée. Au niveau supérieur, pour la répartition du pouvoir entre les élites, c'est là où vous avez le fédéralisme. Donc, on ne peut pas revendiquer le fédéralisme. Ça fait aussi mourir des gens. Or, s'il n'y a pas cette paix-là, vous voyez que le développement ne sera pas accentué. Or, nous sommes pour ce développement accentué. Il faudrait qu'au final, il y ait, je ne veux pas dire un autre dialogue, puisqu'il y a déjà eu dialogue, mais que les négociations entre les différents acteurs du conflit soient beaucoup plus poussées. Et qu'on comprenne qu'en réalité, ce n'est pas avec la guerre qu'on va s'en sortir. Ok. Maître Ngefak, John Jerry Rawling, lui, il appelle carrément à une intervention pour que tout ça s'arrête. Serge Alain, l'intervention, c'est... À l'heure actuelle, si nous commençons par le constat des évêques, nous enchaînons avec les médias internationaux, nous enchaînons avec Jerry Rawling, ce qui démontre à ce fille que ce que nous avons appelé le grand dialogue, ce n'était qu'une petite concertation et que tout le monde est d'avis qu'il faut vraiment une résolution pacifique, une résolution par la voie amiable. J'ai toujours en mémoire cette phrase qui dit que en guerre, on termine toujours par où on devait commencer, c'est-à-dire autour d'une table. J'ai suivi le digne représentant du RDPC qui préfère une médiation, même pas une médiation suisse. Ça veut dire que lui-même... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, les évêques nous proposent une médiation alors qu'ils ont de gros moyens. Moi, je m'interroge. Oui, pourquoi eux-mêmes n'auraient pas... Je m'attendais à ce qu'ils nous la proposent, puisqu'ils ont déjà des acteurs qui sont sur le terrain partout au Cameroun. C'était juste une interrogation. Je n'ai pas dit que je préfère. Non, j'ai dit ceci. Non, pour vous, je n'ai pas dit que je préfère. J'ai dit, je m'attendais à ce qu'ils proposent quelque chose où ils sont eux-mêmes acteurs. Ouais, ok. S'ils sont donc acteurs, comme vous le dites, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que il manque. Non, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous pouvez me laisser terminer. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est comme si vous regardez un match de football où on a le Barça, le Real, vous êtes au stade. Vous structurez votre propos sur ce que je n'ai pas dit. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dites ce que vous avez à dire. Alors, laissez-moi donc dire.
J'étais disant que mon distingué panéliste qui refuse le choix des évêques, c'est-à-dire le choix... moyen de refuser, cher ami. Dites ce que vous avez à dire. Alors, qui pense que les évêques devraient plutôt proposer... Je n'ai pas dit qu'ils devraient, j'ai dit que je m'attendais à ce qu'ils le fassent. Voilà. Que les évêques eux-mêmes devraient assurer la médiation. C'est bien dit. Je m'attendais à ce qu'ils le fassent. Que eux-mêmes... qui vient du Vatican. Moi, je suis médiation. Voilà. Ok. Au lieu que ça vienne de la Suisse, moi, je pense aurait préféré que ça je vienne de la retiens. Leur propre médiation peut être très efficace vu le contexte. Voilà, je reprends donc vos propos. Avec vous, la propre médiation venue du Vatican peut être très intéressante. Voilà. C'est-à-dire, en l'état, je considère et je suis d'avis avec vous que le Vatican, si c'est le Vatican qui se saisit de cette médiation, le Cameroun va retrouver la paix absolue. C'est-à-dire que le RDPC lui-même, il récuse son ancienne formule pour adopter avec moi la formule du Vatican. Non, je suis parti du cardinal Christian Toumi, cher ami, et je reste dessus. J'ai dit, je pensais qu'il se saisissait. Je vous conseille. Le cardinal Christian Toumi. Vous êtes un docteur, vous avez compris ce que vous avez compris. J'ai dit ce que j'ai dit. Je disais que pour l'un, ce qui ne doit pas nous faire rire, c'est de savoir que depuis 3 ans, l'État camerounais a gagné sa guerre dans le Nozo. À preuve, il n'existe pas d'État sécessionniste là-bas. Mais à quel prix l'État camerounais a gagné la guerre? Au prix du sang, au prix de ces enfants de 3-4 ans qu'on doit maintenant assassiner. Et que l'État camerounais, à travers l'armée, va attendre 3 jours pour sortir un communiqué et dire c'était une erreur, c'était un affrontement au cours duquel... Deux communiqués. Non, je commence par l'armée. Oui, l'armée. Parce que le porte-parole qui est militaire, il ne sait pas mentir. Il a la loi de l'arme. C'est leur communicant in chief. C'est un militaire. Pourquoi le ministre J'en viens. C'est lui qui sait mentir. Alors, comme il ne sait pas mentir, il ne sait pas faire de la politique, il a mis dans la tête de tous les Camerounais ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Personne n'est dupe. Et ce que dit le ministre? Maintenant, le ministre vient. Le ministre vient dire, vous ne devriez pas dire cela de façon brute, de façon militaire. Tout le monde connaît l'expression. Vous faites. Hein? Quand on dit de vous au Cameroun que vous êtes militaire, ça veut dire que vous êtes H. Alors le politique est venu insérer une petite correction, c'est-à-dire insérer le conditionnel qui ne cadre pas trop. C'est pourquoi tout à l'heure, le ministre de la Communication, lui aussi, va sortir. Il va utiliser un autre langage avec plus de sémantique, avec plus de mots sérieux, pour dire, même pas pour dire qu'il n'y a pas eu de mort. Les morts sont là, les circonstances décrites sont connues de tout le monde, même si c'est une seule personne qui meurt encore dans le Nozo aujourd'hui. C'est un Camerounais. Lorsque le chef de la division de la com dit ça fait 5 morts, oui. Le ministre par la suite vient dire aurait fait 5 morts. Oui. Je n'entre pas dans leur cerveau. Chacun des deux a sa conscience. Chacun des deux a présenté ses examens, a obtenu, réussi ses concours. Chacun gère son poste. L'autre est colonel. Il connaît le trajet pour devenir colonel. L'autre est nommé. Il sait ce qu'il faut faire pour être nommé. C'est 2 branches différentes. Chacun gère sa conscience. Je crois que c'est de cela. Le ministre de la Communication qui va tenir, chacun gère sa conscience. Les évêques qui ont pris, ils se sont assis pour solutionner et dire vraiment médiation. 1. C'est les premiers dans le renseignement, dans le Nozo. Parce qu'à l'heure actuelle, s'il y a une population qui se déplace comme elle veut, c'est la population catholique. À preuve, toutes les écoles catholiques dans le Nozo ne souffrent plus. Ça veut dire que le meilleur renseignement, il vient d'eux. Ils connaissent mieux le terrain. Ils savent ce qui se passe. Et quand ils le disent, l'État ne réagit pas. L'État sait de quoi il est question. Parce que eux, ils ont toutes les informations. Nous, à notre petit niveau, ce que nous pouvons faire, c'est de faire de petites supputations, des conjectures sur l'autre a dit 6 mois, l'autre a dit aurait. C'est comme 500 degrés. Bon, n'entrons pas dans ce qui est très compliqué. Donc nous disons, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Si vous n'avez pas un frère qui a été tué de cette zone, dans cette zone, si vous n'avez pas un frère qui a été affecté en tant que militaire pour aller dans cette zone, qui a eu la chance de revenir et qui vous a récité son séjour là-bas, vous ne comprendrez pas. Si quelqu'un ne sait pas comment on fait pour quel est le trajet qui conduit dans le Nozo, naturellement, ça reste comme s'il était en train de lire dans un livre, ou bien il regardait une émission ou bien un feuilleton à la télé.
Mais la réalité, elle est très, très douloureuse. Très, 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 très douloureuse. Vraiment, je crois qu'après 3 ans, ces hommes politiques, vous devez comprendre que la force ne peut pas résoudre tous les problèmes dans la même maison, dans la même cité. Apprenez à vous asseoir, parce que ceux qui ont écrit qu'en guerre, on termine par où on devait commencer, c'est des esprits. Il est temps de vous asseoir. Il y a un temps pour tout. Asseyez-vous enfin, convoquez ce que vous devez convoquer pour mettre fin. Merci. Docteur Anaba. Oui, moi je dirais... Est-ce qu'il faut enfin s'asseoir? Ce que Maître dit... Est-ce qu'il faut enfin s'asseoir? Ce que Maître dit est la seule chose que tout le monde dit depuis, que cette affaire-ci devrait s'achever. Est-ce qu'il faut enfin s'asseoir, Docteur Anaba? Tout le monde appelle au dialogue depuis le début et je pense que le gouvernement de la République a entrepris un ensemble d'initiatives de dialogue. Je ne vais pas commencer à les citer ici. Bon, il y en a qui disent qu'il n'y a rien eu. Ok, il n'y a jamais rien eu. Mais moi, je pense quand même que des hautes personnalités comme celles que j'ai vues mobilisées autour du grand dialogue, avec leur liberté d'esprit et leur indépendance, quelqu'un comme le cardinal Christian Toumi, quelqu'un comme Éric Tindjimé, franchement, au sortir de ce dialogue, moi, je n'ai aucun argument pour ne pas leur faire confiance. Et moi, j'ai vu, quand moi je regardais à l'issue de ce dialogue, moi je fais partie de ceux qui ont les larmes aux yeux, des larmes d'espoir, en me disant que le moment est peut-être venu pour qu'on arrive au terme de ce scénario qui est un scénario catastrophique pour notre pays. Et donc quand je dis ça, franchement, personne n'a le monopole de la compassion. Personne n'a le monopole de la souffrance pour ce qui arrive à nos frères. Nous en souffrons tous à des degrés peut-être relativement divers, mais nous en souffrons tous. Maintenant, de quel dialogue il faut, autour de quelle table il faut, mais peut-être que c'est à ce niveau qu'il faut faire un pas. Parce que quand cette affaire commençait, on disait que on n'a pas voulu dialoguer avec les enseignants, c'est pour ça que la guerre a commencé. Mais je pense quand même pas que, quand on regarde bien, le temps qui a séparé les premières marches des premières idées de guerre armée, ce n'est pas seulement au bout de ce temps-là que toute la guerre s'est structurée du côté des séparatistes. Donc, probablement l'État, avec son niveau d'information, avec quand même un certain nombre de renseignements sur moi je dis franchement, en toute humilité, en toute honnêteté, je pense que nous avons besoin des idées nouvelles. Mettre peut-être des choses à nous proposer. Peut-être qu'il y a des acteurs précis qu'il connaît, qu'il voudrait avoir autour de cette table, avec des arguments précis. C'est le moment de les aligner. Ça peut nous cultiver, nous tous, ça peut cultiver, mais balancer ça comme une girouette, qu'il faut commencer par là où on aurait dû commencer. On aurait dû commencer où? Combien de missions de dialogue il y a eu dans ces zones-là, avec les acteurs locaux, etc. Ça n'a pas porté du fruit. Et puis, on apprend chaque jour. Mais nous sommes prêts à apprendre. Dites-nous ce qu'il faut faire. Patrick Ouna, il faut dialoguer, enfin, un vrai dialogue. Non. Certains ajoutent je ne dirais pas inclusif. Ah oui, peut-être inclusif, mais je ne dirais pas enfin parce que j'ai la faiblesse de penser que le dialogue existe depuis. Oui. Mais qu'il y a des acteurs qui ne sont pas favorables à ce dialogue parce qu'il y a un agenda caché. Et c'est pourquoi j'appellerais la communauté internationale, non pas qu'elle intervienne pour, comme le suggérait Rawlings, oui. C'est pas notre modèle, déjà. Mais il ne faudrait pas qu'on invite la communauté internationale à venir semer le désordre comme cela a été fait en Libye. On nous a annoncé à une époque que que les populations étaient bombardées, et ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ces populations réclament le retour de Kadhafi. Donc, nous voulons que la communauté internationale agisse pour faire cesser les interférences de certaines personnes basées à l'étranger qui nuisent à la paix au Cameroun. Des leaders politiques, ces derniers temps, ont fait le tour du monde pour appeler non seulement au boycott des élections, mais aussi et surtout pour rencontrer certains séparatistes. Nous ne leur faisons pas ce procès. Mais nous avons vu comment cette rencontre, je crois au Canada, s'est déroulée avec des personnes qui ne voulaient pas discuter. Il faudrait que la communauté internationale agisse, même dans le cadre de lois internationales contre la lutte contre les groupes dangereux. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer au nord-ouest, notamment, c'est qu'on a une prise, c'est-à-dire une mainmise de groupes manifestement contre la paix, qui ne veulent ni la sécession, parce que je ne pense même pas que... Parce que si on voulait la sécession, ce n'est pas comme ça qu'on procéderait. Qui ne veulent ni la sécession, ni le fédéralisme. C'est-à-dire ces personnes ne veulent rien
ils ont conquis une certaine forme d'autorité et veulent conserver cette autorité. Mais je voulais rappeler, si vous permettez, que l'État, néanmoins, a le monopole de la force organisée. C'est pourquoi également l'État est responsable, c'est-à-dire le gouvernement est responsable lorsqu'il y a des massacres. Même si ces massacres sont à mettre à l'actif de groupes séparatistes. C'est pourquoi nous